On a tous dans la tête des images de la Seconde Guerre mondiale. Des armées qui s'affrontent à coups d'offensives et de bombardements, d'hommes de pouvoir qui mènent leur peuple à la guerre. Mais comment en est-on arrivé là? La Deuxième Guerre mondiale a laissé une empreinte considérable dans notre mémoire collective. D'abord parce que les images de propagande ont influencé ceux qui ont vécu la guerre. Mais ensuite parce que ces mêmes images de propagande ont continué à être diffusées. Elles ont été reprises de film en film, de documentaire en documentaire. Et donc réfléchir sur elles aujourd'hui, c'est un moyen d'analyser les techniques d'influence qui, encore de nos jours, peuvent servir les gouvernements dans les périodes de tension. C'est vraiment la première fois qu'une série de documentaires prend une approche propagande pour aborder la question. On se rend compte, en revisitant la Deuxième Guerre mondiale, qu'aujourd'hui, on n'a rien inventé. Que Hitler, que Mussolini, que Staline, ils avaient une fine compréhension de la psychologie. La Seconde Guerre mondiale a été le plus grand laboratoire de propagande de tous les temps. Intrigués par Hitler, les gens s'entassent dans les brasseries. Pendant 6 semaines, la Société Radio-Canada, en coproduction avec la CBC, présente une série de documentaires sur les moyens mis en œuvre pour convaincre les populations d'Europe, d'Asie et d'Amérique d'entrer en guerre. On voit à travers la Deuxième Guerre mondiale et les années qui ont mené à ça, c'est comment le message a été répété à nouveau, qu'on a réussi à convaincre les gens d'aller en guerre que c'était correct. Partout, anciens ennemis et mauvais voisins avaient raffiné leur utilisation de la propagande depuis la Première Guerre mondiale. Ils s'apprêtaient à tester leurs nouvelles armes de persuasion massive. La pensée se structure. Et c'est ça qui est passionnant de voir comment on met ça, on met le temps, on amène les jeunes, on les fait entrer dans les jeunesses hitlériennes, par exemple, et tranquillement, on les éduque, on leur apprend à voir le monde de façon différente et à s'aimer beaucoup, à aimer sa nation et donc, évidemment, à haïr les autres, ceux qui sont pas pareils, ceux qui sont différents, ceux qui sont accusés de miner la nation, d'être l'ennemi intérieur, comme les Juifs, par exemple, à l'époque. Allemagne, début des années 20. Un politicien obscur fait des remous. Bien des gens connaissent son nom, mais peu sauraient le reconnaître. Et c'est exactement ce que veut Adolf Hitler. Il ne permet pas qu'on publie sa photo. C'est un choix délibéré pour cultiver le mystère. Et ça marche. Hitler, au départ, c'était beaucoup projeter une image. Il a beaucoup joué sur le fait qu'il ne voulait pas se faire photographier, qu'il fallait venir le voir si on voulait le voir, qu'il n'y aurait pas de photo, finalement. Donc, créer un mythe, une mystique autour du personnage. Mais une cinéaste allemande, Leni Riefenstahl, allait faire de Hitler une star de cinéma. En la voyant à l'écran, Hitler trouve qu'elle représente la femme allemande idéale et qu'elle est la meilleure cinéaste pour faire de lui une vedette. Il commande donc à Riefenstahl un film sur le rassemblement annuel du parti nazi à Nuremberg. On lui fournit un budget colossal, une imposante équipe de production et des milliers de spectateurs. Elle tourne l'un des plus puissants films de propagande de l'histoire, Le triomphe de la volonté. Quand on s'est attaqué au projet sous l'angle de la propagande, on a découvert plein de choses, des surprises au niveau de la manipulation du message. Comment loin on pouvait aller pour convaincre les gens de faire quelque chose. Moi, ce que j'ai découvert pour la première fois peut-être, c'est aussi parfois des décisions qu'ont fait les leaders. De point de vue propagande, qui ont tout changé. Par exemple, avec Churchill.
le premier ministre britannique Winston Churchill doit convaincre son peuple de résister face au bombardement allemand. If we can stand up to him, all Europe may be freed and the life of the world may move forward into broad. Comment décrire Churchill? Entêté, bourru. C'est un homme qui grogne et qui regarde de travers ceux qu'il n'aime pas. Mais pourtant, en temps de guerre, il parvient à galvaniser son peuple et à l'amener à se dépasser. As if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. Churchill, en 1941. Là, c'était durant le bombardement de Londres, le Blitz. Il fallait que les Américains interviennent. Et il se dit, Churchill, qu'est-ce que je vais faire? Alors il a décidé qu'il ne fallait pas avoir de censure du tout. Alors, que fait Churchill? Eh bien, après avoir convaincu son peuple de résister, il s'attaque à l'opinion publique américaine. Il tente alors un grand coup. This is London, 1940. This film will try to show you what happened to London during the autumn and winter. Churchill lance une invitation aux journalistes américains. Venez vivre la guerre avec nous. Il lève la censure et permet même la couverture en direct des attaques contre Londres. Un jeune correspondant radio américain devient célèbre du jour au lendemain. Edward R. Murrow, arrivé à Londres au milieu des années 30, entend convaincre les Américains de se lancer dans cette guerre. Je pense que c'est important de montrer à un public qui n'a pas nécessairement de lien direct avec cette guerre-là, de leur montrer comment on est arrivé à vendre une idée. À cette époque, sans Internet ni télévision, l'arme de choix pour mener cette guerre de mots et d'images était bien sûr le cinéma. Les maîtres d'œuvre de Hollywood se mettent de la partie. Les frères Warner sont les fils d'un cordonnier juif qui a fui les persécutions en Pologne. Lorsque Hitler prend le pouvoir en 1933, Harry et Jack Warner voient très bien ce qui s'annonce. Ils lancent aussitôt une campagne pour mettre en garde les Américains contre la menace nazie. We Germans must make the United States unser America, our America. Une des choses les plus importantes pour moi, c'est l'idée de trouver des nouvelles voies et des jeunes historiens qui posent des questions très importantes et des questions très différentes. Parce que nos préoccupations sont différentes aujourd'hui que peut-être il y a 20 ans. Et je pense qu'avec les jeunes historiens, eux, ils vont poser des questions qui sont importantes pour nous aussi. Le documentaire tourné par les caméramans de la Résistance est monté en un temps record. La libération de Paris est projetée 4 jours seulement après la retraite des Allemands. Il vise à contrer la propagande nazie, mais surtout à montrer une France de nouveau unie grâce à son sauveur, Charles de Gaulle. Le film ne mentionne pas la fusillade qui avait éclaté lors de l'arrivée du général de Gaulle à la cathédrale Notre-Dame. Pas un mot sur le rôle joué par les troupes américaines dans la libération. Et à peine quelques plans pour évoquer les règlements de compte qui ont lieu dans les rues de Paris. On a plus découvert ces images-là plus tard, parce que ce sont des images que les gens à l'époque n'ont pas forcément envie de voir. Ils ont envie de voir l'image d'une France qui se libère y compris parfois en castagnant, en cognant, en malmenant les collaborateurs les plus notoires. C'est vrai que globalement, les Français n'ont pas forcément envie de voir immédiatement les images les plus dures, les plus violentes et les plus massives de l'épuration, parce qu'ils sont en train de le vivre, tout simplement. Les Allemands, eux, donnent une toute autre version de la libération. Ils font presque abstraction de leur défaite et mettent plutôt l'accent sur le chaos qui règne après leur départ. On est constamment bombardé de messages et je pense que c'est important de savoir dire, de savoir se positionner par rapport à ce qu'on reçoit. C'est quelque chose de très important pour le 21e siècle, de comprendre les messages, de vraiment essayer de comprendre ce que disent nos gouvernements, nos médias. Et comme ça, on peut peut-être examiner ce qui s'est passé il y a 70 ans.
Dans cette guerre de propagande, il y a eu les messagers et il y a eu leurs cibles. Des gens ordinaires qui ont répondu ou résisté à la propagande, qui en ont été victimes ou qui en ont profité. Ce que j'ai trouvé passionnant dans cette étude qu'on a faite, dans ce travail qu'on a fait, c'est de trouver des personnages qui étaient imprégnés par cette propagande-là, qui en étaient des victimes, victimes passives, victimes actives, ou qui étaient des acteurs dans toute cette guerre-là. Comme la jeune Montréalaise Yvonne Green. Elle vit à Londres au moment du Blitz. Le Blitz de Londres a commencé samedi dernier. Je dois admettre que j'ai été un peu secouée. Madame Richard et moi, nous sommes allés nous abriter au sous-sol. Après les raids dans les rues de Londres, Yvonne cherche des bombes incendiaires non explosées et vérifie les systèmes d'alarme. Les nerfs sont à fleur de peau, les émotions vives. D'abord, on ressent une haine dans ses tripes, qui se transforme en profonde exaspération. Et j'espère mettre la main sur ces Allemands et les réduire en petits morceaux. En fouillant ces dossiers-là, en recréant ces vies-là, en retraçant les traces, justement, que ces gens-là nous ont laissées dans leurs courriers, dans leurs écrits, dans leurs films. C'est ça qui a été passionnant, vraiment, dans cette étude-là, ce documentaire-là, cette série-là qu'on a fait. Lyudmila Pavlichenko, étudiante en histoire, se révolte quand elle apprend que les troupes de Hitler envahissent son pays, l'Union soviétique. Lyudmila Pavlichenko veut aller au combat. Cette étudiante en histoire de 24 ans est parmi les premières volontaires. Comme des centaines de milliers d'autres camarades, elle veut faire sa part pour tenter de stopper la machine de guerre allemande. J'étais furieuse. C'était tellement infâme de nous attaquer. Lyudmila pratiquait le tir comme passe-temps. Elle était devenue une vraie championne. On l'a alors envoyée comme tireuse d'élite à Odessa. Le pays est en train de tomber en morceaux. Et c'est des femmes comme Lyudmila, finalement, qui ont sauvé le pays d'une façon parce qu'elles ont ajouté à la force de combat, puis elles ont motivé les autres femmes aussi à y aller. Elle deviendra même un outil de propagande pour Staline, qui veut que sa population se mobilise pour l'effort de guerre. Pour la première fois dans la culture populaire, on osait représenter l'image d'une femme soldat capable de tuer. Pour Staline, Lyudmila est la femme rêvée. Elle est éduquée, elle tue des Allemands et elle écrit bien. Il lui demande d'écrire dans un magazine de propagande pour raviver la ferveur nationale. La haine est un bon professeur. Elle m'a appris à tuer l'ennemi. La haine m'a permis de voir plus clair. Elle m'a rendue rusée et maligne. La haine m'a appris à me camoufler, à berner l'ennemi et à connaître ses ruses. Toute l'Europe a failli tomber, là, vraiment, aux mains d'Hitler. C'est passé à un cheveu. Et c'est vraiment parce que Staline est arrivé à motiver sa population et les femmes, avec des personnages comme Lyudmila Pavlichenko, que finalement, on est parvenu à renverser le mouvement puis à faire reculer Hitler. Il y a tellement de personnages qui m'ont marqué dans la découverte des gens qui vivaient à cette époque-là et qui ont écrit et puis qui nous ont laissé des témoignages. Marie-Jolène, par exemple. La jeune Marie-Jolène est à Paris quand les autorités françaises, à la demande des Allemands, arrêtent des Juifs par milliers pour les déporter vers les camps de la mort. Cher papa, on nous amène au vélodrome d'hiver, mais faut pas nous écrire maintenant, parce que c'est pas sûr que l'on restera là. Je t'embrasse bien fort et maman aussi, ta petite fille qui pense toujours à toi. Marie. Les familles arrêtées sont amenées au vélodrome d'hiver. 7000 personnes y sont entassées pendant 5 jours. Rien n'a été prévu.
Pas de nourriture, pas d'eau, pas de lit, peu de salles de bain. Ceux qui tentent de fuir sont abattus. Des fois, j'en ai la chair de poule à revoir ce que ces personnages-là ont vécu, puis comment on parvient encore aujourd'hui à partager leur message, à l'entendre, à le sentir. Quand on parle des jeunes Allemands, comme par exemple un jeune garçon qui a 10 ans, ou une jeune fille de 15 ans, comment est-ce que les leaders allemands, Hitler, Goebbels, comment est-ce qu'ils ont convaincu les jeunes esprits comme ça qu'il fallait devenir soldat, qu'il fallait croire dans l'idéologie nazie? Le jeune Hans Muncheberg enfile fièrement l'uniforme de l'armée allemande pour défendre Berlin. Une dernière tentative désespérée des nazis, attaqués de toutes parts par les Alliés. Hans Muncheberg a maintenant 15 ans. Il n'a qu'une seule idée en tête, servir le Reich. Jugé trop jeune pour intégrer le Volkssturm quelques semaines auparavant, il sera finalement envoyé au combat, alors que la situation semble désespérée. Ça nous a permis de découvrir, entre autres, que, bon, il y a une propagande qui est assez immédiate, assez évidente, qu'on a en plein visage et qui est grosse, mais il y a aussi une propagande qui est distillée au fil des années, qu'on fait naître tranquillement dans la tête des gens, qu'on fait évoluer. Ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la façon qu'on conçoit la vie et la nation et la famille et ce qu'on doit à la nation. C'est une génération qui a vécu un conditionnement maximal de la propagande. Ils ont grandi sous le nazisme, ils ont été éduqués sous le nazisme. Et donc leur vie, leur objectif, c'est d'être un peu conforme à cette politique, à ce qu'on attend d'eux. Et c'est pour ça qu'ils veulent devenir des hommes plus vite que les autres et devenir peut-être des héros. C'est la génération nazie. Si on avait été dans le même contexte, là, il y a quelques années, quelques décennies, peut-être le voisin, mon voisin d'aujourd'hui, il aurait été comme ça. Et peut-être que moi, j'aurais été comme ça aussi, parce que c'est tellement... C'est pas des étrangers, ces gens-là, là. C'est des Européens, c'est des Américains, c'est des Asiatiques, mais qu'est-ce que c'est la machine qui les a amenés à fonctionner comme ça? Notre reporter, chargé de couvrir l'événement, un homme calme, réfléchi et anti-nazi, nous a décrit l'état de frénésie de la foule. Il s'est lui-même surpris à bondir de son siège et il en est venu à un cheveu de se laisser emporter. Il nous a dit que si Goebbels leur avait demandé « Êtes-vous prêts à mourir ?», ils auraient tous hurlé « Oui ». Ce qu'on aimerait que les jeunes retiennent de cette série-là, finalement, c'est que l'art de la persuasion existe encore aujourd'hui. On espère qu'en regardant cette série de documentaires-là, on est encore capable de tirer des parallèles ou des liens avec des choses qui se passent de nos jours. Un des grands défis de la série Amour, haine et propagande a été de trouver le ton juste, par les techniques d'illustration et par la musique, pour faire revivre ces événements. Pour rendre la série plus accessible aux jeunes, on a utilisé toutes sortes de techniques qui peut-être sont habituellement moins vues dans les documentaires. On a joué avec des éléments de typographie d'une façon différente qu'on le voit habituellement. Ce qui est difficile, c'est la quantité d'images qui sont disponibles. Ce qui m'étonnait aussi, parce que c'est des années 30, 40, c'est avant la télévision, mais il existe une quantité incroyable de films. Il fallait aller en Russie, au Japon, en France, un peu partout, trouver des sources aussi. Pour les simples auditeurs, ces messages sont incohérents. Mais pour les mouvements de résistance, ils annoncent un débarquement imminent. Les Alliés arrivent. La cruche n'ira plus à l'eau. On savait dès le début que si la série allait avoir un aspect visuel très différent et très original, il fallait avoir de la musique aussi différente. Et donc, on nous a dirigés vers un compositeur qui s'appelle Ken Meyer.
I tend to just jump into a film and just react to what's on the screen. And this one's been interesting because, yes, people have been doing more interesting things on the screen, and so that's inspiring. That gives me freedom. Le 22 juin 1941, à l'aube. I've been doing some fairly heavy rock tracks that one might not expect to find in a World War II film. It can make tanks seem that much more threatening if there's a bit of a heavy metal soundtrack going on. L'aviation allemande sème la destruction, la ruine et la mort. Pour les infographistes et les monteurs, le défi était de trouver des façons de faire le lien avec le passé, de faire vivre les archives de l'époque de façon moderne, avec une approche nouvelle. The most challenging part of the project is actually the content. It's serious, you have to be respectful, and just that being aware of the content. Quand on refait aujourd'hui des descriptions de la guerre idéologique qui s'est faite à l'époque, et qu'on veut rendre ça attrayant, c'est toujours un risque, évidemment, parce que c'est quand même une guerre qui a fait des millions de victimes, c'est quand même une guerre où on a connu l'Holocauste, c'est quand même une guerre où un fou comme Hitler est parvenu quand même à entraîner des populations entières à détester l'ennemi et tout ça. C'est là que, je pense, a été tout le talent, autant des musiciens, monteurs, gens qui sont spécialistes de l'image, qui sont parvenus, je pense, à rendre l'image intéressante, mais aussi qu'elle continue à témoigner de la tragédie de l'époque.